En tout cas, ce que je sais, moi, c'est que je trouve que les coffrets DVD, ça permet... Moi, je suis pas un fou, hein, je regarde rarement, d'ailleurs, les DVD, mais j'aime bien l'idée que ça existe, parce que c'est pour pallier à ce que ne fait pas la télévision. Je veux dire, quand on a fait cette collection cinéaste de notre temps, quand on a fait ces films sur la danse, quand j'ai fait les films sur les écrivains, je ne les ai pas faits pour égayer une soirée. C'est tout, je les ai faits pour qu'on puisse les voir, les revoir si on a envie, voilà. Or, la télévision, qui pourrait se permettre ça, ne le fait pas. Ne le fait pas. Le cinéma de notre temps, pendant des années, Arte a produit la collection cinéma de notre temps. Elle ne l'a jamais repassé, par exemple. Elle n'a jamais passé 2 fois un film. Elle n'a pas saisi les occasions non plus. C'est vraiment de la part des chaînes, c'est vraiment nul. Donc, il ne faut pas compter là-dessus. On fait ces films et ensuite, aujourd'hui, pour les rendre accessibles, il y a le DVD, je trouve ça formidable. D'ailleurs, j'envisage de faire des DVD sur les films que j'ai fait sur la peinture, par exemple. Oui, c'est-à-dire qu'au début, le premier, quand j'ai mis le doigt dans cet appareil, dans la télévision, c'était avec des émissions sur le cinéma et pour la collection cinéaste de notre temps où on filmait les grands cinéastes. Et derrière la tête, j'avais comme l'idée que j'écrivais avec des images une histoire du cinéma, mais comme un puzzle, construite comme un puzzle. Un jour on rencontrait Renoir, une autre fois on rencontrait un tel, etc. Et après il suffirait de les mettre en ordre pour avoir une histoire par l'image, une histoire du cinéma. Puis après cette idée m'a abandonné et aujourd'hui je la trouve carrément stupide parce que je ne crois pas du tout qu'il puisse y avoir une histoire du cinéma. Voilà, déjà c'est le premier point. Et pour le reste, c'est exactement la même chose. Par exemple, les films qui sont dans le coffret concernant la danse sont chacun autonomes. Ils ne dépendent pas l'un de l'autre, ils ne se renvoient pas l'un à l'autre. Ils ne font pas état de la même méthode d'approche, par exemple, du sujet. En effet, on ne filme pas de la même façon Sylvie Guilhem et Patrick Dupont ou Amagatsu. Ça, c'est impossible. De la même façon qu'un chasseur, il ne s'y prend pas de la même façon pour tuer un lièvre ou pour tuer un lion. Bon, voilà, on attrape comme on veut. Il faut des méthodes différentes pour des objets différents. Et ça, je tiens beaucoup à ça, et je ne crois pas du tout aux gens qui disent « Ah, moi j'ai une méthode, j'ai une règle, j'ai un ensemble de lois qui font que j'approche de telle façon mes objets, etc. » Non, ça, je ne crois pas du tout. Tout n'est comme la poésie selon Goethe. La poésie est un art de circonstances, et bien je crois que tout est circonstance. Voilà, dès qu'on approche quelque chose avec une caméra, eh ben, les circonstances font, c'est elles qui vont fabriquer du style. Même le cinéma, lorsque j'aborde le cinéma dans les films, je l'aborde de l'extérieur, comme si j'étais pas cinéaste. D'ailleurs, je ne le suis pas. Et de la même façon pour la danse. Je ne sais pas si, étant danseur ou chorégraphe, j'aurais pu faire ces films. Je ne crois pas. Je crois qu'il faut partir du... Ce qui est intéressant, c'est de partir d'une ignorance fondamentale. On ignore tout, et l'acte de filmer, c'est une façon de prendre connaissance et d'apprendre. Voilà. Il n'y a pas... J'ai pas envie de filmer quelque chose que je connais. J'ai pas envie d'exposer quelque chose que je sais déjà. Voilà, il y a des gens, ils passent leur temps, il suffit d'écouter la radio ou la télévision, à ressortir tout ce qu'ils savent. Voilà, alors c'est des vrais bottins, c'est des vrais... Non, moi j'aime bien les gens qui sont en face de moi et qui doutent, qui savent pas, qui savent peut-être, mais qui savent pas, qui savent pas qu'ils savent, en quelque sorte.
Et ça, j'aime beaucoup ça. J'aime bien les gens les saisir au point où ils se cherchent eux-mêmes, ils apprennent à se connaître, ils apprennent à connaître les autres. C'est dans ce mouvement-là que le cinéma existe pour moi. Oui, exactement. Moi, j'ai fait aussi des films sur la peinture. Je compte faire aussi un coffret, un film sur la peinture, parce qu'on ne veut pas les passer. J'ai fait un film sur Kandinsky, il y a déjà, je ne sais pas combien d'années. Pour TF1, c'était formidable, parce qu'ils l'ont passé 50 fois dans l'année. Ils l'ont passé à 3 h du matin, entre un film sur la pêche et un film sur je sais trop quoi. Et c'était formidable. Il y avait toujours quelqu'un qui disait, en rentrant chez moi à 4 h du matin, j'ouvre la télé, je tombe sur ton Kandinsky, formidable, etc. Ça, j'aimais beaucoup, cette façon de diffuser un peu des choses qu'on a faites. Mais ça, à mon avis, ça n'existe plus. Et bon, ces films sur la peinture, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait Kandinsky, Tapies, Lichtenstein, Rauschenberg, tout ça, je vais tâcher de les réunir. C'est la même chose que pour les films sur la danse. Même si je connaissais, comme on dit, ces peintres avant, etc., je ne les connaissais pas de la façon dont on peut les connaître lorsqu'on les approche avec une caméra. Voilà. C'est une expérience. Et si c'est pas une expérience, c'est rien, le cinéma. Voilà, c'est expérimental tout le temps. Mais le montage, c'est un élément capital, parce que c'est une forme, c'est l'endroit, c'est un endroit très fort d'exploration de ce qu'on a filmé. Parce qu'on a beau essayer d'être le plus fin possible au moment où on filme, où on enregistre des images, il n'y a qu'au montage qu'on arrive à essayer de comprendre ce qu'on a fait au filmage. Essayer de comprendre et puis de faire quelque chose avec. Là aussi, c'est expérimental. Je crois que le cinéma, à tous les stades, doit être expérimental. Au stade dans la préparation, dans le filmage, dans le montage, chaque fois il y a quelque chose, le cinéma est remis en jeu et il se découvre lui-même. Voilà, en s'éprouvant, on a des images sur une table de montage, on a des séquences, on les rapproche, on met de la distance entre elles, etc. Et il se produit quelque chose. Et voilà. Et ça, c'est formidable parce que c'est une découverte constante. On avait parlé un peu avant, pendant le tournage, on n'a pas échangé un seul mot. On n'a pas un seul mot. Et voilà, juste un seul mot, à un moment donné, je l'ai prié de vouloir bien venir du bout d'un couloir pour prendre l'ascenseur. Bon, c'est le seul moment où je lui ai parlé pendant tout ce tournage. Je ne sentais pas, j'avais rien à lui dire, elle n'avait rien à dire, elle n'a pas grand-chose à dire de toute façon. Et j'avais rien à lui dire non plus. Voilà, je l'ai filmé dans ses activités. Comme j'aurais filmé une musaraigne. Et Dupont, ça ne serait pas une musaraigne, mais ça serait un autre, c'est quand même un grand animal, Dupont. Et même chose, il n'y a pas besoin de les diriger. Ils sont dirigés déjà par 50 chorégraphes, tous comme ça, donc ils sont dans la vie, qu'ils le veuillent ou non, ils sont dirigés. Et plus par les autres que par eux-mêmes, sans qu'ils le sachent. Forsyth. C'est un chorégraphe, donc c'est un peu différent. C'est un peu différent, chorégraphe et danseur. Et oui, lui c'est un peu différent, parce que c'est un chorégraphe, danseur qui a une très forte conscience de son métier. C'est ce qui frappe d'abord, ça. Et il est vraiment étonnant, hein. C'est la grande découverte dans la danse de ces dernières années, je crois. Et là, est-ce que vous avez pu échanger avec lui ou ça a toujours été le même processus ? Ah oui, mais oui, à part que je lui ai proposé une chose au moment du tournage. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, on a les caméras, on a le son, on va essayer on va te filmer. Toi, tu t'intéresses et tu diriges tes danseurs. Quand tu as quelque chose à expliquer, tu l'expliques, on est là, on capte. Ça ne marche jamais, ce genre de choses. J'ai voulu le faire plusieurs fois, avec Moretti, ça n'a pas marché, etc. C'est-à-dire que d'eux-mêmes, les gens filmés prennent la parole et s'expliquent.
Et là, je me souviens, le premier plan qu'on a tourné à New York avec Forsyth, c'était un très grand travelling. Il y avait, je sais pas, 20 mètres de rail, et on s'approchait de lui qui était en train de diriger ses danseurs et danseuses. Et on s'approchait, la caméra approchait de lui. Lorsque la caméra est arrivée là, il s'est tourné vers la caméra, il a expliqué ce qu'il faisait. Il n'y a pas eu une question. Et pendant tout le film, je ne lui ai pas posé une seule question. C'est de lui-même, il s'est expliqué. Mais c'est le seul avec qui ça a marché. Ah si, après, ou avant, je ne sais plus, il y avait eu Scorsese. On était dans ses bureaux, dans ses installations, tout ça, et lui était enfermé dans son bureau, nous on était à l'extérieur, il y avait sa secrétaire, on filmait la secrétaire, on filmait le chien, comme ça. Puis en fin de journée, il est sorti, comme ça, il nous a vus, et il s'est tourné vers moi, mais il dit, mais tu ne me poses pas de questions? Je lui dis non. Il y a une caméra, il y a du son, si tu as quelque chose à dire, tu t'exprimes. Le lendemain, on tournait dans sa salle de montage, il travaillait avec sa monteuse, et comme toujours chez Scorsese, à chaque plan qu'il fait, ou chaque raccord qu'il fait sur la table de montage, il va réciter tout un pan de l'histoire du cinéma, quoi. Il va dire, ah, c'est comme dans tel film, c'est comme dans tel film. Et à un moment donné, il nous a pris à témoin, il s'est tourné vers nous, il nous a pris à témoin. À partir de ce moment-là, jusqu'au bout, il n'y a pas eu une question. De lui-même, il nous a invités à aller chez ses parents, dans le quartier italien, invités pour dîner, etc., pour qu'on filme ses parents, très bien. Je lui dis, mais je ne pose pas une question, c'est toi qui les fais parler. Et ça s'est passé comme ça. Il n'y a pas eu une question non plus. C'est les deux seules fois où ça a marché. Mais Carlson en a fait 2 films. Ce Carlson, il va y avoir un DVD au printemps, je pense, où il va y avoir ces 2 films, plus un bonus de choses de répétition qu'elle faisait avec Portal, d'improvisation. Tous les 2 improvisant, et ça c'est formidable, sur une scène. Alors il y a Portal qui improvise, elle qui improvise la danse. Voilà, ça sera le bonus de ces 2 films. Sinon, c'était... Mais c'est intéressant, la danse. Dans le cas de Carlson, c'est même très particulier, parce qu'on l'avait filmé il y a 25 ans, à Venise, dans un morceau très célèbre qui s'appelle Solo. Elle était seule en scène, elle était la chorégraphe, elle dansait, etc. 25 ans plus tard, elle reprend, c'est-à-dire il y a 2 ans, elle reprend ce solo. Simplement, elle ne peut plus le danser, elle a 25 ans de plus. Et donc, elle se fait remplacer. Mais elle se fait remplacer par un homme. Donc, ça pose des problèmes. Un homme qui s'habille en femme, etc. 25 ans après, on a refait un film où on la voit essayer de transmettre à un homme ce qui faisait la beauté, tout ça, de ce fameux solo à Venise il y a 25 ans. Et donc on a 2 films sur le même... Et ça c'est passionnant, parce que... Et là aussi on voit bien qu'il n'y a pas de méthode, que j'ai pas de méthode en tout cas, c'est que c'est filmé de façon très différente. Très très différente. Le filmage sur le 2e film, c'est tout en travelling, des choses comme ça, alors que le premier c'est beaucoup plus filmé de façon plus classique, disons. Il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée dans un mouvement de travelling. Et moi, j'essaie de me servir d'un travelling, même si c'est sur des rails, c'est-à-dire c'est assez drastique, un travelling, hein, la caméra doit avancer comme ça. C'est à l'intérieur de ça d'introduire de l'improvisation, de pouvoir panoramiquer, par exemple, voilà, panoramiquer à gauche, à droite, le travelling, à ce moment-là, n'a plus cette fonction dirigiste qu'elle peut avoir d'habitude, hein, dans la plupart des films. Un travelling, c'est fait pour aller d'un point à un autre, ou pour accompagner quelqu'un. Mais là, moi, j'essaie de réintroduire de la liberté dans cette contrainte. Ah oui, ça c'est énervant, ça, cette façon de
de concevoir le cinéma. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est... Mais c'est Rivette qui explique ça dans un film qu'on a fait sur lui. Il explique comment il admirait Godard qui était capable de faire un gros plan. Il dit, moi, je suis incapable de faire un gros plan. Parce que quand j'ai un visage, j'ai envie de voir le buste. Et puis, à ce moment-là, j'ai envie de voir les bras. Et puis après, j'ai envie de voir le corps. Et en plus, j'ai envie de voir ce corps dans un décor. Et donc, il a tendance toujours à élargir ses plans. Et voilà, parce qu'il ne veut pas dissocier les choses qui fonctionnent. Voilà. Bon, il y a des cinéastes qui prennent un corps et puis qui le morcellent et puis qui le reconstituent au montage. Mais ça, c'est intéressant aussi. Hein, ça, c'est... moi, je ne sais pas à quelle école j'appartiens, mais à aucune, hein, volontairement à aucune en tout cas. Parfois, j'ai envie de faire des plans là, je trouve ça très beau. Et quelquefois, être très près. Je me rappelle avoir fait une émission qui avait fait hurler. Il y avait eu une pétition après contre moi, parce que c'était pour un magazine. Interviewer des gens qui avaient écrit des livres, je sais plus quoi, sur le cinéma. Et je l'ai filmé, ils ne le savaient pas. La caméra était là, comme ça, mais je l'ai filmé pendant qu'ils parlaient, des plans gros comme ça. J'ai mis la bouche, le nez, l'œil. On ne voyait jamais la personne, on ne voyait jamais même un visage entier, comme ça. Donc ils étaient complètement déformés, ils étaient... voilà, c'était assez dur pour eux quand même. Eh bien, il y a eu une pétition comme quoi j'avais outrepassé les droits de la bienséance du filmage, comme s'il y avait une règle. Voilà, après tout, quand on a une caméra, voilà, le type qui est derrière la caméra, il fait ce qu'il veut. Il peut me dire, moi je me souviens avec Michel Morgan, il y avait la caméra, j'avais demandé à ce qu'on fasse ça justement, de l'œil. Et la caméra était à 50 cm, peut-être même pas, de son visage. Et à un moment donné, elle me dit, mais vous me filmez comment? Moi j'étais à côté de la caméra, je lui dis, ça. Alors qu'en réalité, on était comme ça. Donc on ment. Voilà, on ment, on se sert de la caméra pour mentir, quoi. On dit, on fait ça et on fait autre chose. Mais bon, c'est pas très glorieux, hein. Il pourrait y avoir, par exemple, si on filme une danseuse, on peut la trouver très excitante, donc ça éveille en vous quelque chose de l'ordre érotique, disons. Et que faire de ça? Alors, ou bien on le gomme, et on travaille comme une machine, comme si on n'avait pas d'affect, ou bien on en tient compte, et à ce moment-là, on essaie d'introduire un tout petit peu une vision un peu subjective, ou bien on va très loin. Et voilà, donc moi je suis souvent pris dans ce genre de choses. On ne filme pas de la même façon quelqu'un qui vous excite et quelqu'un qui ne vous excite pas. Alors que normalement, la bienséance, une fois encore, voudrait qu'on filme de la même façon. Comme si on était, comme si la caméra était une machine, comme s'il n'y avait pas quelqu'un derrière. Non, mais j'ai trouvé, par exemple, dans le film sur Guilhem, il y a des choses assez qui peuvent paraître cruelles, mais qui sont purement documentaires. Quand on monte ses pieds blessés, quand elle enlève toutes ses bandelettes, comme ça, tout ce qu'il y a sous la danse, quand elle s'essouffle en coulisses, des choses comme ça, toute la souffrance qu'il y a derrière tant de beauté. Mais c'est quand même un des aspects du sujet du film, ça, tu montres ça. Si je ne montre pas ça, je montre une image de la danse complètement idyllique, complètement fausse. Et si on fait un documentaire, c'est pas pour montrer c'est pour montrer autre chose que ce que le spectateur voit lorsqu'il va à l'opéra. C'est pour essayer de voir derrière, qu'est-ce qu'il y a. Et mais ça m'intéresse. C'est à ce moment-là que la caméra a une fonction un peu cruelle, et que je dis que c'est aussi un instrument de chirurgie, oui, c'est vrai.